Il n'est pas impossible que la vidéo du jour vous réserve une petite surprise. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, à ma plus grande joie, vous l'aurez vu, est un point lecture. Oui, parce que c'est bien d'acheter des bouquins, mais encore faut-il les lire derrière, ce que j'ai donc fait avec les 3 titres que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous avez l'habitude désormais. Dans ces 3 titres, vous verrez qu'il y en a un que j'ai lu directement après l'avoir acheté et qui n'est donc pas passé par la case présentation durant un book haul, mais également un titre qui, pour les habitués de la chaîne qui me connaissent, sera peut-être une petite surprise, en tout cas la critique que je vais en faire. Soit, je vous propose donc que l'on démarre tout de suite, et pour changer, aujourd'hui, je vais vous parler de ces 3 titres dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et le premier dont je vais ainsi vous parler, il s'agit de Le Nouveau Nom, le tome 2 de la saga L'Amie Prodigieuse, écrit par Elena Ferrante, la mystérieuse Elena Ferrante, toujours aux éditions Folio. Alors j'avais lu le premier tome il n'y a pas si longtemps, hein. Je l'ai découvert cette année, il y a je dirais quelques mois, et vous vous souvenez peut-être, ça avait été vraiment pour moi une très bonne lecture, une belle réussite. J'avais donc vraiment à cœur de ne pas trop laisser traîner cette saga, c'est pourquoi j'ai décidé de sortir le second tome dans lequel, sans surprise, on va retrouver donc nos 2 protagonistes principales rencontrées dans le premier tome, qui sont donc Elena et Lila, 2 jeunes femmes qui ont grandi dans le même quartier plutôt défavorisé, ou en tout cas populaire, de la ville de Naples. 2 jeunes femmes qui, bien qu'elles aient grandi de façon assez similaire, vont au final voir leur destin se séparer à plusieurs moments, mais vont toujours plus ou moins comme ça se recroiser et avoir une sorte de destinée commune. Je vous en dis pas plus, tout ce que je peux vous dire c'est que dans ce deuxième tome, les 2 jeunes femmes ont 18-20 ans je dirais, donc on est vraiment au tout début de leur vie d'adulte. Et voilà, on est toujours à Naples, on est toujours sous ce soleil écrasant. Et maintenant, je vous propose de vous donner un avis peut-être un peu plus détaillé. Comme je vous le disais donc, il s'agit du second opus de la saga L'Amie Prodigieuse, et tout comme pour le premier, je me suis très facilement laissée emporter dans le récit de vie de Lila et d'Elena. Tout comme pour le premier tome, nous sommes donc avec une histoire qui va venir narrer le quotidien de ces 2 jeunes femmes dans le Naples de l'époque, parce qu'on est dans mes souvenirs dans les années 70, avec tout ce que cela peut avoir par moments de banal et de peut-être redondance, qui donne du coup à cette narration un côté peut-être parfois langoureux qui, j'en ai parfaitement conscience, ne plaira certainement pas à tous les lecteurs. D'autant que dans ce deuxième tome, l'histoire s'étend sur un laps de temps beaucoup moins long que dans le premier. D'ailleurs, il y a toute une grosse première partie qui ne se déroule finalement que durant un seul été, ce qui peut parfois donner un peu le sentiment que l'histoire a du mal à avancer. Cependant, pour moi, tous les passages et toutes ces petites anecdotes du quotidien sont importants, parce que c'est justement ce qui permet de développer aussi bien la psychologie et les choix de vie des différents protagonistes, et surtout bien sûr d'Elena et de Lila. Comme dans le premier tome, on retrouve donc ces 2 jeunes femmes avec vraiment cette amitié en dents de scie que l'on a toujours par moments un peu du mal à comprendre, ou en tout cas à définir réellement comme étant de l'amitié. Les 2 continuent chacune leur chemin sans pour autant jamais tout à fait se quitter. D'ailleurs, quoi qu'elles fassent, finalement, leur vie avance un petit peu en parallèle, bien que pour autant leur choix de vie soit parfois diamétralement opposé. Il est clair que le personnage de Lila peut paraître parfois désagréable. Elle est entière, impulsive, changeante et parfois même, en tout cas en apparence tout du moins, égoïste. Et malgré tout ça, malgré le fait que ses valeurs, que ses traits de caractère soient totalement opposés aux miens, eh bien, je m'attache de plus en plus à elle. C'est un personnage extrêmement intéressant, avec de nombreuses facettes, de nombreuses aspérités, qui renferment bien plus de fragilité, de
bonté et d'humanité qui n'y paraît au premier abord. C'est vraiment un personnage que je qualifierais de romanesque au sens vraiment premier du terme. Et en cela, justement, je trouve que ce décor de la ville de Naples et plus généralement d'ailleurs des Italiens est particulièrement bien adapté à ce récit. Parce qu'il y a dans le nouveau nom, vraiment, je trouve, tout ce que l'on peut imaginer ou projeter comme ça à propos des Italiens et surtout de cette Italie des années 60-70 avec des personnages sanguins, tranchants, parfois violents pour qui l'honneur et l'image renvoyée aux autres est extrêmement importante. C'est un récit qui vit, qui vibre et dans lequel on a parfois un peu du mal à comprendre les personnages tant leurs réactions peuvent nous sembler excessives, voire même démentes. Dans cette histoire, ça crie, ça pleure, ça injurie, le tout sous un soleil de plomb et sous ce regard permanent du qu'en dira-t-on. Au final, bien que Elena soit la narratrice de cette histoire et qu'elle paraisse effectivement beaucoup plus douce et gentille, je dois avouer que plus j'avance dans les tomes et plus j'aurais peut-être tendance à reporter finalement mon affection vers Lila, tant je la trouve touchante et parfois complètement désarmante. Parce que le nouveau nom, et je pense de manière globale toute la saga, bien que je ne l'ai pas encore terminée, c'est avant tout une histoire de femmes. Alors bien sûr, hein, il y a des protagonistes masculins, mais si on y regarde bien, ce qui compte surtout, ce sont au global ces destins de femmes. Comment elles se battent pour survivre dans cette société d'hommes, les stratagèmes qu'elles doivent mettre en place au quotidien pour assurer justement leur quotidien et la survie de leur famille, de leur futur. C'est aussi un récit qui aborde à la fois la sororité, mais aussi toute la méchanceté et la perfidie dont les femmes sont capables entre elles, que ce soit par envie, par jalousie ou autre. Seul bémol peut-être pour ma part, il y a toujours autant de personnages que dans le premier tome et c'est vrai que parfois, bien que j'aimais énormément l'histoire, je pouvais me sentir un peu perdue, ne plus savoir tout à fait identifier tel ou tel personnage ou plutôt ne plus savoir tout à fait raccrocher tel ou tel personnage par rapport aux autres. Cependant, cette profusion de personnages a également, j'en ai pleinement conscience, une grande importance parce que c'est ça aussi qui permet de donner à ce récit ce côté si grouillant, si vivant. Mais c'est vrai que purement en termes de ressenti de lecteur, parfois on peut se sentir un peu perdu. J'ai également retrouvé un élément qui était déjà très présent dans le premier tome et que j'avais déjà beaucoup aimé, c'est l'importance de l'érudition, cette volonté vraiment de s'extraire de sa condition sociale par le savoir, par l'apprentissage. Comme pour le tome précédent, celui-ci ne fait pas exception et se termine donc une fois de plus sur un événement important et je dirais même une toute dernière phrase qui donne un peu le ton du prochain tome. Alors là comme ça j'aime beaucoup parce que ça me donne envie de lire le prochain et que je sais qu'il m'attend déjà dans ma pile à lire, mais je me dis que si j'avais découvert ce roman à sa sortie, j'aurais peut-être été un poil frustrée. Un troisième opus que je lirai donc avec beaucoup de plaisir et dans lequel je vais une fois de plus me laisser vraiment bercer au rythme des journées, des événements de la vie d'Elena et de Lila, afin bien sûr de découvrir comment leurs destins vont évoluer et comment une fois de plus ils vont se lier et se délier. Le nouveau nom n'est certes pas parfait et je comprends, mais alors complètement, que des lecteurs n'aient pas accroché et y aient trouvé certaines longueurs, mais c'est vrai que pour ma part, j'ai vraiment adoré découvrir au travers de ce livre cette Italie que je ne connais pas et que pour autant je pense avoir parfaitement réussi à imaginer grâce tout simplement à la plume assez exceptionnelle je trouve de l'auteur. Elle a cette
cette vraie touche de conteuse qui sait aussi insuffler comme ça cette part de réalisme et d'humanité à ses différents protagonistes. Donc ouais, pour moi c'est une belle réalisation. D'ailleurs je dis auteur, mais pour rappel, on ne sait toujours pas si c'est un homme ou une femme qui a écrit, puisque je vous le redis, Elena Ferrante, si vous ne le saviez pas, est un nom de plume, un nom d'emprunt. On a de gros soupçons sur une femme en particulier, mais rien n'a été confirmé, donc le mystère reste entier à ce jour. En tout cas, donc pour ma part, un chouette second tome et je l'espère, un tout aussi chouette troisième tome. Je ne suis pas certaine de le lire avant la fin de l'année, quoique peut-être qu'en plein automne ou hiver, lorsque je serai une fois de plus en gros manque de soleil, ça me fera peut-être du bien de me plonger dans cette Italie et cette ville de Naples surchauffée et grouillante et pleine de vie et gorgée de sentiments et bien sûr de soleil. Je vais ensuite vous parler d'un roman qui, comme je vous le disais, est directement passé de mon panier à mes mains pour être lu sans même prendre la poussière sur mes étagères. Et si je l'ai lu, c'est en grande partie, j'allais dire de votre faute, mais non, plutôt grâce à pas mal d'entre vous qui me l'avaient, mais alors conseillé plus. Je me suis donc procuré et lu Reine Rouge de Juan Gómez Jurado aux éditions Pocket. Ce titre est donc un roman policier qui se déroule en Espagne et plus généralement plutôt à Madrid, dans lequel on va donc être confronté au tout départ à un meurtre d'un jeune garçon très particulier parce qu'il a été exsangue, donc on lui a enlevé vraiment tout le sang qu'il pouvait avoir dans son corps. Et on va appeler sur les lieux non seulement John Gutiérrez, qui est donc un flic qui a été gentiment écarté de son commissariat de Bilbao parce qu'il a commis une faute, tout simplement. Je vous laisserai découvrir laquelle. Et puis de l'autre, Antonia, une jeune femme aux capacités très particulières. Les deux vont donc former un duo assez détonnant et assez étonnant également, qui va devoir enquêter pour une organisation que je vous laisserai découvrir. Mais ouais, ce titre m'avait été recommandé chaudement beaucoup trop de fois pour que je passe à côté. Comme quoi, vous voyez, moi aussi j'écoute vos recommandations. D'ailleurs, si vous en avez d'autres bonnes à me donner, vous le savez, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire, je suis là pour vous écouter. Bon, il faut dire qu'en plus de tous les bons retours que vous m'en aviez donnés, généralement, j'apprécie plutôt bien les thrillers espagnols. C'est donc ce qui m'a définitivement convaincue de tenter ce roman qui est le premier tome d'une trilogie. En tout cas, pour l'instant, il ne s'agit que d'une trilogie. Et je dois dire que dans l'ensemble, j'en fus absolument ravie. Tellement ravie que pour ne rien vous cacher, j'ai débuté il y a quelques jours l'adaptation qui en a été tirée, qui est disponible sur Amazon Prime. Et ma foi, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est assez fidèle d'ailleurs au roman. Et je trouve le casting plutôt bien réussi. Si vous recherchez une bonne série policière qui change un peu de l'ordinaire, tournez-vous vers Reine Rouge. Mais revenons donc au roman parce que si vous m'écoutez là parler, vous devez peut-être vous dire « Waouh, ça a été un coup de cœur de dingue ». Non, ça n'a pas non plus été un coup de cœur parce que tout n'était pas parfait à mon goût dans ce roman, loin de là. Mais j'y ai fait la rencontre de deux personnages que je ne suis pas prête d'oublier. Et globalement, j'ai tout de même passé un très bon moment de lecture. Ce que j'aime généralement dans les polars et les thrillers espagnols, et qui était donc aussi présent, je trouve, dans ce tome-ci, même s'il y a aussi un côté un peu parfois... Maintenant, c'est le moment d'action et tout va un peu bâmer dans tous les sens, mais globalement, je trouve que les polars et les thrillers espagnols ont un côté assez réaliste, assez proche du quotidien, et dans lequel généralement les choses prennent leur temps et peuvent tirer parfois un peu en longueur. C'est un type d'histoire et de narration que je trouve on retrouve aussi assez régulièrement dans les polars anglais et que je mettrais pour le coup vraiment en opposition avec
un style d'écriture très rapide et souvent rocambolesque que l'on a plutôt généralement dans les thrillers américains. Dans ce titre-ci, hein, bien que effectivement les meurtres et les enlèvements aient un côté très bizarre et très mystérieux, je trouve que l'auteur a tout de même réussi à rester assez proche de la réalité, ou en tout cas à ancrer assez bien son histoire dans le réel pour que l'on arrive tout de même à y croire. Pour que les personnages arrivent à véritablement prendre vie comme si on pouvait les croiser de main. L'enquête prend son temps et pour autant je ne me suis jamais ennuyée. Il faut dire que les chapitres sont courts, que l'on alterne entre différents points de vue dont celui du kidnappeur et d'une personne séquestrée. Donc c'est vrai que tout ça rend l'ensemble très dynamique, très vivant, très rythmé. Bon, vous me direz jusque-là, rien de très original, c'est un procédé qu'on retrouve assez régulièrement dans ce type d'histoire et de littérature, mais en tout cas, ça fait toujours le job. Je suis donc très rapidement rentrée dans l'histoire et surtout, je pense qu'aussi j'ai été aussi rapidement captivée, c'est en grande partie grâce au duo très attachant mais hautement improbable qui est au centre du roman. Comme je le disais, donc d'un côté, John qui est ce flic gentiment mis sur la touche, et d'un autre côté, Antonia, cette femme mystérieuse aux capacités cognitives extrêmement développées. Je ne vous cache pas que ce duo m'a très fortement fait penser au duo Dante-Colomba qu'on retrouve donc dans la trilogie italienne écrite par Sandrone Dazieri, dont je vous ai parlé du coup plus d'une fois sur la chaîne. Si mon avis vous intéresse, je tenterai de vous mettre dans le petit mon avis sur le tout premier tome. D'ailleurs, au-delà des deux protagonistes, l'histoire en elle-même, l'idée de base, le style, la construction narrative, tout ça m'a vraiment beaucoup fait penser donc à cette trilogie de Tutur Alper. Je pense que la ressemblance la plus flagrante pour moi fut lors d'une scène dans laquelle une explosion est décrite dans les moindres détails avec toutes les répercussions que cela peut avoir, qui était pour le coup extrêmement semblable à une scène du même genre dans le premier tome qui s'intitule donc Tutur Alper de Dazieri. Je ne sais donc pas si Juan Gómez Jurado avait lu au préalable ce que son homologue italien avait écrit avant lui, mais il y a quand même fort à parier que ce soit le cas. En tout cas, vous l'aurez compris, hein, grosso modo, si vous avez aimé la trilogie Dante-Colomba, normalement, en toute logique, vous devriez aussi apprécier cette toute nouvelle trilogie, pour le coup espagnole. Alors, on pourrait se dire qu'il y a peut-être une sorte de plagiat ou que cela pourrait paraître un peu ennuyeux et redondant pour le lecteur de relire la même chose ou presque, mais personnellement, j'avais tellement aimé cette trilogie de Dazieri que j'étais absolument ravie de replonger dans le même type d'univers avec surtout le même type de personnage. J'ai adoré le personnage d'Antonia qui est donc clairement dans la même veine que le personnage de Dante Torres, même si un poil moins névrosé que lui tout de même. Tout comme lui, elle fait preuve d'une intelligence hors norme qui me fascine. Mais en plus de ça, elle a, c'est vrai, une personnalité et une vie personnelle compliquée qui permettent d'en faire un personnage extrêmement humain avec lequel je suis complètement rentrée en empathie. J'ai peut-être un peu moins été emballée par tout ce qui concerne son passé, je dirais. Par contre, j'ai vraiment adoré toutes les explications autour de son rôle présent, je dirais. Vous vous en doutez, hein, je suis obligée de rester assez vague sur certains points parce que tout simplement, ce serait bête de vous spoiler des éléments. J'ai aussi beaucoup aimé John, que d'ailleurs j'ai appris en regardant la série, se prononce en réalité à l'espagnol Jon. J'aurais beaucoup de mal à m'y faire, je pense.
John, qui est donc un flic gay également très attachant, dont les valeurs et la morale l'amènent parfois un peu à contourner les règles. Il se retrouve donc à devoir enquêter en parallèle des forces officielles un peu contre son gré, là encore tout comme Columba dans la trilogie de Dadieri. Quand je vous disais qu'il y avait énormément de parallèles entre les deux sagas, bon, vous l'aurez compris, hein, c'était pas des paroles en l'air. J'ai vraiment adoré le fait que John soit un flic homosexuel qui ne tombe pas dans les clichés, mais qui ne soit pas non plus une sorte de porte-drapeau de la cause LGBT. Non pas qu'il ne faille pas de porte-drapeau de la cause LGBTQIA+, bien au contraire, mais c'est juste que cet aspect de la vie du personnage est abordé par l'auteur avec vraiment tout le naturel que cela devrait toujours avoir, et j'ai juste vraiment adoré, j'ai trouvé ça génial. En fait, c'est pas cet aspect-là du personnage qui est mis en avant, c'est pas ça qui en fait un personnage original, exceptionnel ou autre, c'est juste un aspect de sa vie, comme Antonia, elle pourrait être décrite comme étant brune, tout simplement. Si j'avais peut-être un reproche à faire sur Reine Rouge, ce serait peut-être concernant la fin, que j'ai trouvé un poil décevante, on va dire. Alors ok, j'aurais probablement plus de réponses dans le tome suivant, mais malgré tout, je trouve qu'au regard de tout le reste du roman, cette fin m'a paru un peu trop rapide, un peu trop simple, et m'a laissé aussi trop de questionnements. Néanmoins, étant donné que j'ai adoré le style de l'auteur, l'ambiance et surtout ce duo de choc formé par John et Antonia, il ne fait aucun doute que je lirai donc le second tome qui s'intitule Louve Noire, et je remercie vraiment grandement toutes les personnes qui m'ont conseillé ce premier tome parce que ouais, c'était vraiment très chouette, parce que ça m'a replongé dans une typologie de personnages que j'avais vraiment adoré dans la trilogie de Dadieri, qui me rappelle aussi le personnage de Lisbeth Salander que j'adore, qui est l'un de mes persos préférés, et qui m'a aussi permis de me replonger un petit peu dans la littérature espagnole que j'aime beaucoup et que je lis beaucoup trop peu. Donc voilà, ça coche plein de cases, je suis ravie de l'avoir lu, je suis ravie de prolonger un petit peu cette expérience et cette immersion dans l'univers en regardant désormais la série, et du coup j'ai hâte de me procurer Louve Noire. Et je terminerai enfin ce point lecture en vous parlant sans surprise de mon auteur favori, quoique finalement je crois qu'il y a un petit moment que je vous avais pas parlé de l'un de ses romans, et aujourd'hui je vais donc vous parler de Histoire de Lisée de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Pour vous la faire très simple, dans ce titre-ci, on va donc suivre Lisée qui a perdu Scott, son mari, qui était un écrivain extrêmement célèbre. Grosso modo, vous pouvez remplacer Scott par Stephen King et Lisée par Tabitha King. Imaginez que King vient décéder demain, et imaginez suite à ça le quotidien de sa femme avec une bonne grosse touche de fantastique, et vous aurez grosso modo Histoire de Lisée. Alors j'étais hyper enthousiaste à l'idée de découvrir ce titre-ci parce que déjà la 4e nous promet un chef-d'œuvre, parce que King lui-même dit que c'est l'un de ses romans favoris de tous ceux qu'il a écrits, que c'est l'un des plus importants, en tout cas pour lui. Et malheureusement, pour ma part, ce fut globalement une grosse déception. Et oui, c'était ça la surprise de la vidéo. Comme quoi vous voyez, même avec le maître, parfois ça peut plutôt mal se passer. Alors attention, hein, ce n'est pas un mauvais livre sur toute la ligne, loin de là. Cela reste du King, donc c'est bien écrit, les personnages sont bien décrits, bien construits, le passif et la psychologie sont particulièrement bien détaillés, bien poussés, ce que, vous le savez, personnellement, j'apprécie toujours. C'est un roman dans lequel on retrouve certaines thématiques récurrentes chez King, vous avez désormais l'habitude. Ici, par exemple, il va y être de nouveau question de
l'imagination, de l'inspiration, du rôle d'écrivain bien sûr, mais aussi de son rapport avec ses fans. Mais au-delà de ces thématiques de fond, Histoire de Lisée, c'est avant tout une histoire qui va traiter d'un côté non seulement de la folie, mais aussi et surtout du deuil. Donc si c'est un sujet qui vous heurte, ne lisez pas Histoire de Lisée. Finalement, je dirais que tout ce roman, grosso modo, est une sorte de chemin de croix qui doit permettre à Lisée de faire le deuil de la personne aimée. C'est donc un beau roman sur la perte d'un être cher, sur les souvenirs qu'on partage avec cette personne, sur ce que son absence peut entraîner aussi dans le quotidien de la personne qui reste, sur également ce que l'on peut découvrir à propos d'un proche décédé après justement son décès. En bref, c'est un roman assez complet je trouve sur la question. Si on connaît un peu la vie personnelle de Stephen King, on voit très rapidement à quel point il s'est inspiré de sa vie et de son vécu pour écrire Histoire de Lisée. Et en cela, j'ai trouvé ça très touchant. Les moments où on peut percevoir comme ça en transparence cette déclaration d'amour absolument inconditionnelle qu'il fait donc à sa femme devant le monde entier. Malheureusement, pendant toute ma lecture, je pense qu'à aucun moment je n'ai réussi à réellement rentrer dans l'histoire. Et c'est quelque chose qui m'arrive très rarement avec les romans de Stephen King. Et je pense que cela est dû à deux raisons. Tout d'abord, c'est un texte que j'ai trouvé parfois vraiment difficile, voire même fastidieux à lire. Et là, j'entends déjà les détracteurs de King se frotter les mains. Alors pour cela, je vais expliciter mon propos. Dans Histoire de Lisée, il y est énormément question non seulement d'argot, alors ça vous me direz, c'est quelque chose d'assez régulièrement présent dans les textes de King, mais aussi et surtout d'un langage inventé par Scott, que ce soit avec Lisée ou durant son enfance. Et là, j'ai une énorme pensée pour la traductrice qui a dû littéralement s'arracher les cheveux. Du coup, alors que j'admire généralement King pour sa faculté comme ça à écrire de façon fluide, naturelle et du coup hyper agréable pour le lecteur, j'avoue que là, durant ma lecture d'Histoire de Lisée, j'ai régulièrement buté. J'ai dû parfois relire certains paragraphes sans pour autant avoir la garantie d'avoir tout de même bien compris. Et puis, c'est un roman que j'ai trouvé parfois très flou, avec des passages extrêmement oniriques et fantasmagoriques. C'est un roman dans lequel on passe souvent de notre monde tangible et réaliste dans lequel on vit à une sorte de monde parallèle, je dirais, dans lequel en plus on fait régulièrement des allers-retours entre présent et souvenirs au passé. L'ensemble donne du coup une impression un peu de décousu, et même si je comprenais la globalité de tout ce que l'auteur me racontait, c'est vrai qu'il y avait tout de même certains moments comme ça où j'avais un peu de mal à raccrocher le wagon. C'est donc une histoire de Stephen King dans laquelle, vous l'aurez compris, il y a une part non négligeable de fantastique. Donc là encore, si c'est vraiment quelque chose qui vous rebute, ne vous lancez pas dans cette lecture. Par contre, c'est un titre dans lequel il n'y est pas du tout question d'horreur. Encore que, on pourrait se demander, comme bien souvent avec King, si au final la plus grande de toutes les horreurs ne se cache pas dans le quotidien de tout à chacun, notamment ici dans le quotidien d'un jeune garçon cerné par la folie. La question est ouverte, je vous laisse y répondre. J'ai bien aimé par contre que ce roman soit littéralement truffé de références à de la musique, mais également à pas mal d'œuvres de la littérature de façon générale. L'auteur y a même glissé un passage très inspiré du mythe d'Orphée et d'Eurydice, sans oublier bien sûr les innombrables rappels à ses autres œuvres, ce qui explique en partie le nombre important de signets que j'ai pu utiliser pour ce titre. C'est quelque chose que King fait très souvent, que je trouve il fait très bien et que moi j'adore, parce que vraiment d'avoir
ouais, d'avoir ce sentiment comme ça, de lire une œuvre qui fait partie d'un tout, je sais pas, c'est un côté... ouais, c'est un côté très plaisant, et puis aussi le petit côté ah, j'ai vu la ref là, et je suis un bon petit détective qui a vu les indices. Forcément, c'est quelque chose qui a tendance à me plaire. Malheureusement, donc, malgré tout ça, je dois aussi reconnaître que je me suis pas mal ennuyée durant ma lecture, et c'est, je pense, vraiment le second point qui, pour moi, le plus fait défaut à ce titre. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de digressions, que certains passages traînaient en longueur, et puis j'ai aussi eu ce sentiment que parfois l'auteur finalement n'écrivait directement que pour sa femme dans une sorte de langage codé, ce qui m'a donné cette impression d'être en présence de deux personnes qui se raconteraient une private joke, dont du coup je me sentais exclue et donc assez peu intéressée. Beaucoup trop d'ennuis donc pour que personnellement je puisse voir Histoire de Lisée comme une réussite. Pardon Monsieur King, hein, mais des fois c'est comme ça ne le fait pas. De plus, on m'avait quand même pas mal vendu ce titre comme étant la plus belle histoire d'amour que King ait pu écrire. Alors oui, c'est vrai qu'on ressent l'amour entre Lisée et Scott, mais pour autant je peux pas dire qu'elle m'ait complètement touchée. Dans le genre l'histoire entre Sadie et Jack dans 22-11-63 m'a 1000 fois plus bouleversée et marquée. Vous l'aurez donc compris, malheureusement, alors que pour autant, hein, je pense que j'aurais pu parier avant de le lire que j'allais l'adorer. Au final, l'histoire de Lisée restera, je pense, l'un des rares King que je n'ai pas vraiment apprécié. Et je pense clairement que c'est l'exemple même d'un roman de cet auteur que je ne relirai pas. Heureuse donc de l'avoir lu parce que ça me permet d'avancer dans mon challenge personnel de lire donc toute la bibliographie de King, mais heureuse également que cette lecture soit derrière moi, je ne vous le cache pas, d'autant que, comme d'hab avec l'auteur, on est en présence d'un bon gros bébé de à peu près 750 pages. Comme quoi, je vous le disais, hein, même avec ses auteurs favoris, on n'est pas à l'abri d'une déconvenue. Donc voilà, je suis la première, je vous assure, je pense, à être embêtée et profondément déçue de ne pas avoir apprécié cette lecture, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, je vous avoue que pour choisir mon prochain King, là, j'ai un peu la pression parce que j'ai vraiment envie, pour le coup, de me lancer dans un King qui va complètement m'embarquer, que je vais adorer, donc bon. J'étais partie sur les Tommyknockers, mais comme tous les avis ne sont pas très positifs, loin de là, j'ai un petit peu peur. Sinon, je suis bien tentée aussi par soit l'Institut, soit Billy Summers, qui est donc l'un de ces derniers, ou encore le recueil de nouvelles Brume. Voilà, je sais pas. Après, il y a aussi Désolation, qui est très court. Si vous connaissez assez bien les œuvres de King et sa bibliographie, n'hésitez pas à m'aiguiller parce que là je me sens un peu perdue et j'ai vraiment pas envie de me louper la prochaine fois que je choisirai un de ces titres. Et voilà, c'est donc sur cet avis qui en surprendra peut-être certains d'entre vous que je vais clôturer ce point lecture comme d'habitude. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu parce que depuis un certain temps, les vues ne sont vraiment pas au top. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs cette différence entre nombre d'abonnés et vues sur les différentes vidéos. Je ne comprends pas ce qui ne plaît pas, ce qui ne plaît plus. Donc, bref, là encore, si vous avez des pistes, je suis preneuse. Toujours est-il donc que si la vidéo vous a plu, afin d'aider la chaîne, ce serait vraiment très chouette de votre part de mettre un petit pouce levé ou de laisser encore un commentaire. Et alors, si vous partagez la vidéo, ce serait le top du top. Mais je conçois tout à fait que la plupart d'entre vous n'ayez ni le temps ni l'envie de le faire. Je ne sais pas quand paraîtra la prochaine vidéo, vraiment là c'est le flou total pour les prochaines parutions. Je me laisse complètement porter par mes envies de lecture, mes envies de tournage et aussi et surtout le temps que je peux accorder à la chaîne parce que c'est extrêmement chronophage et que je ne vis pas du tout de cette chaîne, donc je ne peux pas y accorder tout mon temps au quotidien, loin de là. Car pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, à côté de ça, je suis aussi
créatrice de jolies choses, comme j'aime le dire, donc de bijoux et d'objets décoratifs brodés. J'en profite du coup pour vous remettre juste ici l'adresse de mon site internet qui est le seul endroit où il est possible d'acheter donc mes créations. Et puis sur ce petit laïus déjà beaucoup trop long, je vous souhaite bien sûr comme d'habitude, jusqu'à la prochaine, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!